Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre nouvel épisode de Propulser vos affaires. Cette semaine, j'ai le grand privilège de rencontrer un humain extraordinaire. Un homme qui a su transformer sa vie et qui, aujourd'hui, accompagne les entrepreneurs, les dirigeants et les gestionnaires à devenir de meilleurs leaders. Vous découvrirez le parcours d'un passionné de l'être humain qui souhaite réinventer l'expérience des organisations. C'est un homme et un entrepreneur simple, humble, mais d'une grande présence. Il est formateur, auteur best-seller, conférencier international et le fondateur de la Maison des leaders. Sa croyance la plus profonde? En devenant un meilleur être humain, on devient un meilleur leader. Alors, Rémi Tremblay, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je me sens privilégié d'être là avec toi. Merci beaucoup, vraiment. Oui, effectivement. Rémi, je parlais d'entrée de jeu, on parlait de parcours de transformation, on parlait de quelqu'un qui était passionné par l'humain. Peut-être qu'il y a des gens, des auditeurs, des téléspectateurs qui ne connaissent pas encore Rémi Tremblay. Qui est Rémi Tremblay et c'est quoi son parcours professionnel? C'est deux questions différentes parce que pendant trop longtemps, j'ai été mon parcours. Puis effectivement, je fais beaucoup plus que ça. Ma vie aujourd'hui, j'ai trois fils merveilleux, un amoureux merveilleux. J'ai toute une communauté à la Maison des leaders exceptionnelle. Donc, ma vie, c'est d'écouter et de répondre. Alors, si j'avais à me définir, c'est un peu ça, écouter et répondre. Mais sinon, comme parcours, moi, j'ai eu le grand bonheur d'arriver dans un stage d'étudiant en Europe, dans une boîte qui s'appelait ADECO à l'époque. Et ça a été comme on est comme tombé en amitié ou en amour, ADECO et moi. Et ils m'ont offert de créer la première filiale du groupe mondial au Canada. Donc, j'ai créé ADECO Québec dans un premier temps. On a vécu une aventure absolument fascinante pendant des années. Puis un jour, pendant qu'on développait ADECO Québec, on vivait une aventure wow, le groupe mondial, lui, rachetait des entreprises dans le Canada. Donc, nous, on était dans le recrutement de personnel. ADECO, c'était une firme de recrutement. Et donc, c'est devenu très difficile. Toutes ces firmes achetées dans le Canada, c'était devenu douloureux. Et nous, on était hyper heureux au Québec et on était tristes de voir les gens très malheureux. Et ils m'ont demandé après ça ils m'ont demandé de créer une entreprise qui deviendrait ADECO Canada, qui inclurait ADECO Québec. Alors, bien sûr, pour moi, il n'y en était pas question. J'étais beaucoup trop heureux ici. J'étais même pas vraiment bilingue. Ça ne se pouvait pas. Et ça me faisait passer de 1000 personnes à 11 000 personnes. Puis je trouvais que j'étais trop petit pour faire ça. Mais en plus, c'était trop une belle aventure ici. Et donc, ils sont revenus à la charge quelques fois. Puis un matin, ça s'est imposé que c'était ça que j'avais à faire. Alors, ça a été là où j'ai commencé à me dire, c'est plus tellement ce que je veux faire de ma vie, mais qu'est-ce que la vie veut faire à travers moi. Oh, c'est beau ça. Moi qui étais un peu rebelle, on dirait que je suis devenu un peu plus docile. Et donc, on a vécu cette aventure merveilleuse. Et on a créé, on avait des comités de direction, dans le fond, des rencontres de direction. Et on a réalisé un jour que tout ce qu'on nous disait qu'on devait être comme patron, ça ne nous contenait pas. On voulait juste être qui on était. Puis, donc, on s'est mis à troquer la moitié de nos comités de direction pour réfléchir à quel genre de leader on voulait être, comment on voulait être plus signifiant pour les autres, qu'est-ce qu'on voulait vivre. Et c'est devenu des rencontres extraordinaires. On s'est dit, dans le fond, on veut juste être... il nous apparaissait que pour être un bon leader, il fallait juste être un peu plus humble, un peu plus aimant, un peu plus courageux. Et on s'est mis à réfléchir à ça. Fait qu'on s'est mis à inviter des moines, des philosophes, des artistes réfléchir avec nous. Et là, mes équipes, moi, ils me disaient, hey, Rémi, c'est tellement extraordinaire la réflexion. J'en ai parlé, par exemple, à un VP chez Bombardier. Il aimerait ça venir à nos rencontres. OK. Alors, j'en ai aussi parlé à Cascade. Quelqu'un chez Cascade, il voudrait venir aussi. Et là, les gens se sont mis à venir à nos rencontres. Donc, c'est devenu qu'il y avait plus de monde de l'externe que de monde de l'interne. Et là, avec 11 000 personnes dans le pays, tous les bureaux, moi, je dis, écoutez, moi, je ne peux pas gérer ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a créé la Maison des leaders. On s'est dit, là, on a des leaders. On a une maison. On était sur la Grande Allée. On a appelé ça la Maison des leaders. Et c'est devenu la Maison des leaders à l'intérieur d'ADECO. Puis, quelques années après, il m'est apparu essentiel de pouvoir poursuivre. Et j'ai poursuivi la mission de la Maison des leaders à mon compte, mais ça a été créé de façon très organique dans ADECO. Donc, la Maison des leaders a été créée dans ADECO en premier lieu, et toi, à un moment donné, tu as dit, je pense que moi, je dois poursuivre cette mission-là, et tu as décidé de te dissocier finalement et de conserver la Maison des leaders. C'était pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Parce que dans ma vie, je réalise depuis beaucoup d'années, beaucoup plus organique. D'ailleurs, je rêve
qu'on vive l'aventure de l'entreprise de façon plus organique. Ouais. Donc, organiquement, ça s'est passé quand les gens disent hey, tu as vraiment été visionnaire pour la maison des leaders. Zéro. J'ai jamais pensé à ça de ma vie. C'est juste qu'il fallait faire quelque chose avec tout ce monde-là qui venait et on a décidé de créer un espace pour les accueillir, dans le fond. Et c'est devenu un espace où ils pouvaient devenir membres de cette maison-là. Et donc, c'est devenu un lieu de rencontre pour les êtres humains, pour les leaders qui, enfin, voulaient aussi être eux-mêmes comme leaders. Et fait que ça a été ça. Et un jour, après avoir publié Les Fous du Roi, il est arrivé un scandale sur Adéco Mondial. En tout cas, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Les Fous du Roi. Ouais. Et là, il m'est apparu que j'étais plus confortable à être le leader de la boîte canadienne à l'intérieur du groupe mondial. Alors, ce que j'ai proposé au groupe, moi, c'est de me retrancher et d'être à temps plein à la maison des leaders et de laisser quelqu'un. Je leur ai dit, je vais trouver quelqu'un. Alors, j'ai trouvé une fille formidable pour prendre la présidence d'Adéco Canada. Tout le monde était d'accord. Et moi, je me retranchais à la maison des leaders. Puis il m'avait dit, ben, on accepte à condition que tu acceptes que la maison des leaders devienne aussi le lieu de tous les leaders d'Adéco dans le monde pour aller se ressourcer. Alors ça m'a complètement bouleversé. C'est absolument exceptionnel, alors bravo. Et avec tout le scandale autour, la journée où c'est arrivé pour se faire, ils n'étaient plus tellement confortables parce que même si j'ai préparé la nouvelle présidente pendant 1 an, puis tout était parfait, puis on était des potes, ils n'étaient pas à l'aise qu'en n'étant plus président, je demeure dans l'entreprise. Alors je dis, il n'y a pas de souci, mais moi, j'avais aucun plan B. Uh-huh. J'avais jamais pensé être entrepreneur, j'avais jamais pensé à ça. Mais il me paraissait, à part peut-être aller réinventer les salons funéraires, parce que je pense que tout ça, c'est à réinventer, mais j'avais aucune autre idée que faire ça. Alors je me suis dit, je vais faire ça. Et donc, eux ne savaient pas trop quoi faire avec la maison, alors j'ai poursuivi la mission de la maison après ça. Et ça fait maintenant, depuis 2004, là, qu'on a la chance de vivre cette aventure magnifique avec les leaders du Québec. Est-ce qu'il y a un moment clé, une action déterminante ou une anecdote précise qui, malgré le fait que tout s'est bâti de façon organique, tu as su à un moment donné que tu devais changer ta façon de voir le leader? Tu as su que tu devenais davantage à te passionner vers l'humain. Est-ce qu'il y a un moment clé où tout ça s'est fait et que par hasard, tu t'es rendu compte quand on regarde une plante pousser, il n'y a pas un moment où tout d'un coup elle dit « je veux devenir un tournesol ». Oui. Je dis « elle va devenir un tournesol », puis c'est tout un processus. Donc il y a un peu de ça, mais il y a quand même un moment qui m'a bouleversé bizarrement. J'ai toujours pensé que souvent c'était des grandes souffrances qui nous faisaient... Ouais. Mais moi, c'était une souffrance, mais quand on est devenu numéro 1, parce que moi, pendant des années, notre rêve, parfois qui n'était pas vraiment le nôtre, qui était celui du groupe mondial, il voulait être numéro 1 dans tous les pays. Nous, on est des petits culs. On ouvre au Québec. Le projet, c'est de devenir numéro 1 au Québec. Donc, on n'a pas trop réfléchi. Mais pendant ces années-là, pendant 10 ans, notre objectif, c'était la croissance, les profits, devenir numéro 1. Et nos concurrents étaient sur le marché depuis 40 ans. Mm-hmm. Donc, tout le monde trouvait un peu qu'on était rigolo de penser qu'on pourrait dépasser ça. Puis, mais la journée où on est devenu numéro 1, et moi, je viens du Saguenay. Je me suis dit, hey, on était plusieurs du Saguenay, et je me suis dit, hey, on va tellement fêter. Nous autres, chez nous, les bières sont plus grosses qu'ailleurs. On a ça fêté. On s'est dit, hey, si jamais on réussit ça, on va capoter, on va fêter. Ben, on voyait qu'on y arrivait. Puis la journée où on est arrivé, c'est pas ça qui est arrivé du tout. Je suis rentré dans le mur. Je me suis dit, on est devenu numéro 1. Mais pour qui? Pourquoi? Et là, j'ai réalisé là que c'était pas. Dans le fond, c'était pas ça que je souhaitais de ma vie tant que ça. C'était un rêve, on vivait par procuration pour un rêve qui n'était pas vraiment le nôtre, dans le fond. Et nous autres, ce qui nous intéressait, c'était de servir, c'était d'aider les chercheurs d'emploi dans leur mission, c'était pas de croître. Et ça a été un grand bouleversement. Tel que j'ai dit aux équipes, écoutez, je ne suis plus du tout la bonne personne, je me sentais plus du tout le leader pour la boîte. Et ils m'ont dit, tiens, nous, on avait beaucoup de filles chez nous, puis on a tout eu nos congés maternité pour aller réfléchir, prendons une pause. Et cette pause-là m'a permis de retirer. Je suis revenu. Puis je leur ai dit, écoutez, si on poursuit, j'en ai plus aucun intérêt à la croissance. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on laisse nos chapeaux, nos casques de conquérants pour retrouver nos âmes d'explorateurs. Oh, c'est beau. Et bizarrement, la journée où on a fait fondre la vision, tous les objectifs de vente, toutes nos stratégies, on n'a jamais eu une croissance aussi importante. Tout d'un coup, on est devenu totalement à propos de nos clients. Plus à propos de nous. Mm-hmm. D'ailleurs, j'ai un commentaire qui m'avait vraiment shaké, puis qui m'était peut-être aidé à rentrer dans le mur. Il y a un gars formidable qui était chez Tanguy. Qui me dit, je lui avais dit, je ne sais pas si tu es sûr, on a gagné un prix, puisqu'on gagnait des prix sans arrêt, on était dans le journal. Bon. Il me dit, ah oui, c'est depuis ce temps-là qu'on est plus important pour vous. Oh. Et il avait tout à fait raison. Alors, ça m'a bouleversé.
je me suis dit, maintenant, on a des êtres humains précieux qui nous font confiance. On va prendre soin de nos précieux. Et on s'est mis à prendre soin, à être à l'écoute. Et ça a été tout un choc parce qu'entre autres, ceux qui étaient au développement des affaires, Oui. on leur disait, vous allez toujours voir les entreprises du Québec, mais avec aucun objectif de revenir avec un mandat. Alors, on a perdu 10% de notre force sur le terrain. Mm-hmm. Et ceux qui sont restés, et plein de gens qui n'ont jamais voulu faire des ventes, qui ont dit, moi, c'est ça me tente. On a dit, vous allez là, et votre objectif, c'est d'essayer de les comprendre, de voir ce qu'ils vivent, de saisir ce qu'ils ont besoin. Et bizarrement, quand ils revenaient, qui tu penses que ces entreprises-là appelaient? Ceux qui les ont écoutés, qui ont cherché à les comprendre, ou ceux qui ont recherché, comme nous avant, à les convaincre? Tout à fait. Et ça a été le plus grand bascule de notre histoire. Changer de sens de direction, ça a été vraiment un grand bascule. Mais ça a fait que la vie a été 1000 fois plus belle. Pour nous, pour tout le monde. Tout à fait. Et c'est souvent le discours que j'ai de dire que, tu sais, le livre que j'ai écrit s'appelle « Arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter ». Oui. Est un peu sur cette même dynamique-là. Et un peu sur cette même dynamique-là où je dis, arrêtons d'être ce vendeur à pression-là, qui lui a eu mauvaise presse en étant très, très dans le mode de convaincre l'autre, mais essayons davantage de comprendre notre client et de l'aider lui-même à atteindre ses propres objectifs. J'adore ça. Mais dans le fond, je découvre aujourd'hui, là, je dirais, moi, je suis rendu peut-être un peu basique, mais dans le fond, je me dis, ma job, c'est d'aimer. C'est pas de chercher à être aimé. C'est gossant quelqu'un qui veut être aimé absolument. non, mais j'étais le même. J'ai été le même pendant la grande partie de ma vie. Je dis que le grand bascule de l'entreprise, ça a été celui-là, mais mon plus grand bascule à l'intérieur, c'est la journée où j'ai réalisé que pendant une grande partie de ma vie, j'ai cherché à être aimé, être apprécié, être reconnu, et que dans le fond, ma job, c'est d'aimer. C'est ça que j'ai à faire. J'étais chez Desjardins l'autre jour, puis il y avait, je pense, 600 représentants des gens qui sont dans des services financiers. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui pose la question, puis c'était animé par un animateur de télé qui animait la rencontre, donc on était plusieurs. Et il y a une question qui vient de la salle, et quelqu'un dit, mais chez Desjardins maintenant, là, on a un peu un nouveau slogan, c'est de redevenir numéro 1, premier dans le cœur des Québécois. On fait comment pour qu'ils nous aiment à nouveau? Et moi, là, écoute, ça a tellement été un élan, c'était pas du tout à moi de parler puis à animer. J'ai dit, aimez-les, tu sais. Et ça a fait une espèce de commotion. Il dit, je pense qu'on va prendre une pause. Alors, on est tous sortis, toute la gang. Et là, on s'est retrouvés, puis j'ai été vraiment bouleversé par le courage d'un des directeurs de caisse. Il dit, il y avait quand même ses collègues au télé, il dit, mais j'ai été bouleversé par ce que vous avez dit, mais on fait ça comment aimer? Et là, ce qui m'est apparu, c'est sûr qu'on sait comment faire pour être aimé, hein? Ouais. Parce que ça fait des années qu'on fait ça, fait qu'on sait comment faire, puis ça coûte une fortune de chercher à être aimé par ses clients. Oui. Et la seule chose qui m'est venue, c'est, il m'apparaît que le plus beau geste d'amour, c'est un geste de présence. Mm-hmm. Si je ne suis pas présent à toi, je vais même pas dire que je t'aime, mais je ne suis pas là. C'est d'être vraiment là, vraiment présent. Et ça a été, et je répondrai encore ça aujourd'hui, que notre job, c'est d'être là, totalement présent, avec tous nos sens aiguisés, à entendre ce que l'autre nous dit, ce qu'il ne nous dit pas. Puis à l'aimer assez aussi pour lui dire, parfois, peut-être qu'on n'est pas le bon partenaire, peut-être que c'est pas tout à fait ce qu'on offre que tu as besoin, peut-être que... Et je bascule, j'ai encore plein de rechutes où je tombe dans le désir d'être aimé. Mais quand je me sens dans l'amour de l'autre, je me sens bonne. C'est au niveau des affaires, je le traduirais quelque part, c'est donner notre intérêt à notre client, mais oui, de l'aimer, de l'apprécier, parce qu'à quelque part, sans client dans le domaine des affaires, et même dans la vie en général, si on n'a personne autour de nous, on est quoi? On est seul. Donc, et c'est la même chose, si on n'a pas de client, immanquablement, il n'y a pas de revenus, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'employés, il n'y a pas de business. Donc, c'est un juste retour du balancier, je pense, que de changer tout simplement notre façon de voir, plutôt que de vouloir se faire aimer, d'aimer les autres, et en retour, immanquablement, ces gens vont se mettre à nous aimer. Mais d'ailleurs, il me posait la question, écoutez, nous, on est des conseillers financiers, par exemple. Ouais. Et je leur disais, vous savez, je suis certain que quand vous avez commencé ce métier-là, c'est parce que vous vous disiez, moi, je vais être aux premières loges de Québécois qui vont me partager leurs rêves pour la retraite ou leurs inquiétudes de manquer d'argent. Et là, imagine, c'est toute leur vulnérabilité là, avec laquelle je vais être en contact. Et vous deviez être passionné de les aider dans leurs projets. Puis un jour, il y avait des concours de vente chez Desjardins, que vous pouviez devenir le meilleur vendeur. Et vous êtes devenu à propos de vous. Et vous avez développé des super documents marketing pour essayer de dire, voici comment on est merveilleux, vous devriez acheter chez nous.
Imaginez-vous si tu as la personne qui s'en va voir un soir un couple âgé et qui s'intéresse à eux vraiment. Et sans aucun désir de vendre quoi que ce soit, sans papier. Et l'autre qui va pour faire un super pitch. Le lendemain, si finalement ils ont besoin, ils vont appeler qui? Alors, c'est bizarre, on sait tout ça. Comment ça fait qu'on fait l'inverse? T'as raison. Comment ça qu'on a encore des brochures puis qu'on fait des présentations? Parce que malheureusement, je pense que c'est comme ça qu'on a été éduqués dans le monde des affaires. On se souvient le traditionnel intro, pitch, conclusion. Ben, encore Puis aujourd'hui. les entonnoirs de vente, là, tu sais, oh mon Dieu! On le voit encore énormément aujourd'hui, mais oui, ça fonctionne encore. Je suis pas en train de dire pas de jugement à ce niveau-là, mais à quelque part, il faut prendre le temps de changer, de se préoccuper davantage de comment on peut aider notre client, ses enjeux, ses préoccupations, ses défis, ses peurs. Et comme ça, lorsqu'on est capable d'identifier ces choses-là, on devient pour lui un aidant, une solution pour l'aider à atteindre ses objectifs. Donc, pour moi, c'est ce volet-là qui est important. Donc, il faut apprendre à changer notre, excusez-moi l'expression anglophone, changer notre mindset un peu pour être en mesure de mettre notre attention sur la bonne chose, c'est-à-dire notre client. Puis c'est aussi d'être assez connecté à ce qui me rend heureux. Oui. Moi, je réalise que ce qui me rend heureux, c'est d'être vraiment là avec toi. C'est Et gentil. si je suis là parce que je veux bien paraître devant l'écran, etc., je suis pas en bonne place, puis mon expérience de la vie n'est pas la même. Mm-hmm. On est là pour vivre une aventure merveilleuse, s'adapter à nos marchés, créer, servir, coopérer pour mieux servir les autres. Et tout d'un coup, l'abondance vient. Alors c'est... Mais tant que moi, j'ai été habité par cette posture, tant que j'ai cru ça, mais je ne savais pas que je croyais ça, là. C'était dans le champ gauche. La journée où j'ai réalisé qu'effectivement, je croyais en ça, ben ça a été bouleversant. On a complètement fait fondre tout ce qu'on avait. On est devenu une entreprise complètement organique. On a enlevé la hiérarchie. On est devenu une entreprise extrêmement libérée. On a enlevé les systèmes de contrôle interne. On a tout enlevé parce que on était dans une posture de sélection naturelle qui engendrait une autre posture qui était il faut se méfier. On avait en fond, une posture de méfiance. Si ma croyance, par exemple, je vais donner un autre exemple. Oui. J'étais avec des gens dans le monde de l'alimentation. Oui. Et c'était tous des patrons d'entreprise de l'alimentation. Et à un moment donné, je racontais les nouveaux modes d'organisation réinventés avec des nouvelles croyances. Et il me dit, ouais, mais Rémi, on sait très bien que quand le chat est parti, les souris dansent. Si moi je crois que quand le chat est parti, les souris dansent, c'est normal que je mette des systèmes, puis des caméras, puis des systèmes de contrôle interne, puis que je check les comptes de dépenses, puis c'est pas parce que je suis une mauvaise personne, c'est parce que je suis prisonnier d'une croyance. Puis c'est pas grave de croire ça. Mais quand je crois ça, ben tout le reste en découle. Il y a un monsieur qui fait du foie gras dans l'Estrie, qui lui a dit, ben moi, c'est drôle, j'ai découvert que quand j'étais pas là, il était meilleur, mes employés. Alors bien sûr, lui, il n'y a pas de système de contrôle, il n'y a pas tout ça, parce que lui, il est juste habité par une autre croyance. Alors ça, c'est fascinant, c'est essentiel quand on est entrepreneur, quand on est parent même, qu'on prenne un temps de ralentissement pour observer nos croyances. C'est quoi les croyances qui dirigent ma vie? Sont-elles vraies? Et est-ce que c'est celles que je veux nourrir? Ça change. Et là, tout d'un coup, mais pourquoi on ne veut pas aller là? C'est parce que, il faudrait reconnaître qu'on a été à côté de la plaque pendant tellement d'années. Moi, j'ai réalisé que j'avais été à côté de la plaque pendant tellement d'années, avec la croyance que ma job, c'était de chercher à être aimé, à être reconnu. Alors, ça demande une immense humilité de reconnaître qu'on a eu tort pendant toutes ces années. Mais pas avoir d'allure, c'est pas grave, c'est de ne pas s'en rendre compte qui est grave. Et la deuxième difficulté, c'est je vais devoir me réinventer complètement. Parce que tout ce que j'ai construit ne tient plus la route. Tous les cours de gestion où on enseigne la concurrence, les marchés, la croissance, etc., et qu'on enseigne même que le but de l'entreprise, c'est la croissance et de faire de l'argent. Quand on sait très bien, aujourd'hui, moi, je peux te parler de centaines de patrons d'entreprise qui n'ont absolument pas l'objectif de faire de l'argent, que leur objectif, c'est vraiment de servir, de prendre un problème dans la société et de le servir. Et bien sûr, l'argent arrive, puis il n'y a pas de souci, mais c'est pas vrai que c'est ça la posture. Alors, il faut arrêter d'enseigner des affaires qui ne sont pas vraies. Très, très, très puissant. Je pense qu'on vient d'avoir une vision des affaires qui est particulière, Non, elle n'est pas particulière, elle est distinctive, elle est nouvelle, et c'est intéressant. Et tout ça part des croyances, de nos propres croyances, et de ce dont on a bâti effectivement le monde des affaires. Tantôt, on a eu une autre qui est plus importante, qui a été construite. Cette année, là, on a fait plein d'ateliers là-dessus qui ont été bouleversants. On travaille avec, tu connais Jean-Marie Lapointe, probablement, oui. Qui fait les émissions Face à la rue. Oui. Magnifique, c'est un gars merveilleux. Exactement. Qui, lui, sa plus grande rencontre dans sa vie, c'est d'avoir osé rencontrer sa vulnérabilité un jour. Dans le monde des entreprises, on a compris qu'un patron, c'est pas vulnérable. En tout cas, moi, j'avais compris ça. Qu'un patron, c'est solide, c'est fort, il ne faut pas démontrer sa faiblesse devant ses équipes, devant ses clients.
Et bon, bien sûr, ça a fondu en moi, bien sûr, à un moment donné. Et j'ai découvert qu'au contraire, être capable d'être à l'écoute, puis d'être à l'écoute de sa vulnérabilité déjà, puis de savoir aussi l'exprimer, c'est une force exceptionnelle. Et ça, c'est une croyance. La croyance que comme patron, je dois être fort, invulnérable, comme père ou comme patron. Exactement. Ça a été une croyance longtemps qui a peut-être été utile, mais présentement, cette croyance-là me limite. Fait que la question, c'est pas, il y a des bonnes croyances, des mauvaises croyances. Il y a des croyances quand même qui sont vraies, puis il y en a qui sont fausses. La Terre n'est pas plate. Exactement. Au secours. Même s'il y a des gens aux États-Unis, il y a tout un mouvement qui pense encore qu'elle est plate, qui essaie de nous convaincre, elle n'est pas plate. Bon. Et donc, les espèces ne survivent pas par la loi de la sélection naturelle. C'est pas vrai. Alors, il y a quand même des choses, il y a des vraies et des pas vraies. Mais il n'y a pas des bonnes ou des pas bonnes. Après, c'est de dire, OK, il y a celles qui sont vraies, qui sont pas vraies, je les tasse. Et après, il y a celles qui me conviennent, qui parlent de moi, de qui je suis. Et puis là, la question, c'est est-ce qu'elles me limitent? Est-ce qu'elles m'empêchent de faire la vie que je voudrais vraiment? Ça demande beaucoup d'introspection, de prise de recul, de discernement. Mais je pense que ce passage-là est nécessaire pour véritablement définir ce qui, pour nous, comme individus, comme humains, ou comme entrepreneurs, professionnels ou travailleurs autonomes, qu'est-ce qui fait du sens et quel chemin on souhaite prendre. Puis on devient meilleur, la vie devient meilleure pour nous, mais aussi on devient meilleur être humain pour les autres. Oui, définitivement. C'est... Et comme tu dis régulièrement, quand on est un meilleur être humain, on devient un meilleur leader. Ben ça, c'est ma croyance. Tant qu'on ne cherche pas à devenir meilleur, pas trop. Non, mais... Être soi-même, c'est déjà de la job. C'est déjà beaucoup, effectivement. C'est déjà de s'assumer tel quel. Là. Exactement. Mais moi, il y a un penseur, je pense, qui m'avait montré, qui m'avait un peu ouvert la route par une clé. J'avais lu, à 17 ans, j'avais lu un bonhomme qui s'appelait Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti. Et lui, il avait dit, on commence à évoluer les êtres humains quand apparaît dans notre vie l'observateur et l'observé. Dans le fond, pendant des années, moi, j'étais comme un automate. Et tout d'un coup, la journée où on commence à s'observer soi-même, on observe ses croyances, on observe ses comportements, on se met à rire un peu de soi-même avec tendresse. Mon Dieu, on se transforme complètement. Mais ça part de notre capacité à nous aimer tel quel, à nous observer. Et tout d'un coup, on se met à comprendre, on se met à changer. Mais ça prend vraiment cette capacité. Puis ce qu'on ne fait pas dans nos comités de direction, entre autres, chez nous, à la Maison des Dons, on essaie régulièrement de prendre de la hauteur pour pas juste observer ce qu'on est en train de se dire, mais observer ce qui est en train de se passer pendant qu'on est en train de se le dire. Par exemple, de dire, j'ai l'impression que, je sais pas, moi, Mathieu, il n'a peut-être pas tout à fait dit ce qu'il avait à dire. Dis-nous. Puis moi, peut-être que dans le fond, je me sens pas si confortable avec la décision que tu es en train de se prendre. Alors, prendre de la hauteur, s'observer pendant qu'on est en train de vivre les choses. Et c'est de là que vient la transformation puis la vérité. Ce que je dis régulièrement, c'est apprendre à être témoin de soi-même. C'est exactement ça, j'adore ça. Être témoin de soi-même oui. lorsqu'on interagit, parce que je pense que c'est important d'avoir cette capacité de recul-là, tout en gardant notre attention sur ce qu'on est en train de faire, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Rémi, on parle d'humain, d'entrepreneuriat, de leader. Si j'avais à te demander, c'est quoi pour toi la définition du succès et de la réussite? Qu'est-ce que tu me répondrais? Moi, ce qui me bouleverse, je vais le dire, je dirais que c'est peut-être une de mes plus grandes tristesses. C'est les fleurs qui meurent avant d'avoir éclos. C'est-à-dire? Ben, tu sais, la tulipe, sa job, là, c'est tout d'un coup de fleurir. Puis, puis beaucoup d'êtres humains, on est tellement dans la survie qu'on n'est pas dans la vie. Puis pendant qu'on essaie d'être quoi que ce soit d'autre qu'on n'est pas, puis qu'on essaie de se dépasser, tu sais, qui veut dépasser qui, qu'on essaie d'être quelque chose d'autre, puis qu'on met le succès à l'extérieur de nous. Mais on n'est pas en train d'être à l'écoute de ce qui veut fleurir en nous, de ce qui veut pousser en nous. Notre amie Christine Michaud a un magnifique livre là-dessus. Dans le fond, le drame, pour moi, on a perdu notre belle-fille l'année dernière, qui avait 28 ans. Ça m'a vraiment bouleversé, puis c'est pas tant son départ que j'ai pas eu l'impression qu'elle a eu la chance de fleurir avant de partir. Et pourtant, ma soeur de 11 ans, elle est partie en pleine floraison. Donc, c'est pas une question d'âge. La question, c'est qu'est-ce qui pousse en moi, puis est-ce que je suis à l'écoute de ce que la vie veut faire avec moi? Puis pour moi, la réussite, c'est d'avoir été à l'écoute, puis d'avoir laissé la vie circuler à travers moi. Et ça, c'est vrai pour moi, et c'est vrai pour une entreprise. À la Maison des leaders, là, Michel et moi, j'ai créé cette entreprise-là, ma chum Michel que tu connais, on a créé cette boîte-là. Puis nous autres, là, après avoir, elle était chez Cossette, moi été chez Adéco, dans des milliers de personnes, une grande boîte mondiale cotée en bourse, on s'est dit, mon Dieu, on serait bien dans notre petite boîte. Alors,
On est dans le grenier à Québec, dans un sous-sol à Montréal. On était bien dans notre petite organisation. Et je réalise tous les deux, on a voulu protéger ça parce qu'on était bien dans notre petit cocon. Mais tout d'un coup, les jeunes qui arrivaient, ils voulaient que ça explose, ils voulaient qu'on invite une surprise, ils voulaient qu'il se passe plein d'affaires, ils voulaient qu'on invite plein de monde de partout, etc. Et là, il a fallu qu'on se tasse, puis qu'on s'incline devant ce que la vie voulait faire dans cette boîte-là. Et aujourd'hui, c'est un peu les jeunes qui nous montrent la route. Puis pour nous autres, c'est tout un... Parce que là, ça explose de partout, c'est merveilleux, il y a de l'abondance, il y a de la vie, etc. Mais pour notre petit bonheur à nous, on essaie un peu la vie, on freinait un peu la vie. Fait que c'est vrai pour nous et c'est vrai dans une entreprise. Est-ce que je laisse la vie... Laisser la vie, là, on est allé au... il a laissé la vie en moi, puis après ça, permettre à la vie, dans chacune des personnes, de circuler, puis cette vie-là de circuler. On est allé au Burkina Faso un jour, puis on a rencontré le roi des Mossi. C'est une des ethnies les plus importantes au Burkina et dans d'autres pays. Puis il y a un de nos leaders qui lui pose la question, il dit, écoutez, on est tout énervé de rencontrer un roi, c'est la première fois de notre vie qu'on rencontre un roi. C'est quoi la job d'un roi? Ben, c'est d'aider chacun de ses sujets à devenir ce qu'il est. Oh, c'est magnifique. Ça m'a bouleversé. Parce que pendant des années, moi, j'essayais de faire de mes employés ce que je voulais qu'ils soient. Dans une relation utilitaire. Et peut-être que moi aussi, j'essayais d'être ce que les autres voulaient que je sois. Ma job, c'est de devenir qui je suis. Serge, mon ami Serge Marquis m'avait dit un jour, tu sais, Rémi, ta mère t'a mis au monde, ta job à toi, c'est de devenir au monde à toi-même. Maintenant. Alors, si ma job, c'est de devenir au monde à moi-même, la journée où je deviens un parent, un bon ami, un professeur, un patron, peut-être que c'est d'aider les autres maintenant à venir au monde à eux-mêmes. Dans une entreprise, dans le fond, peut-être que le rôle d'un leader, c'est un peu un rôle de jardinier. Notre travail, c'est de permettre à chacune des personnes de pouvoir venir au monde à elle-même, de devenir ce qu'elle est dans l'aventure de l'entreprise et de l'aimer assez quand c'est plus tellement dans l'entreprise qu'elle peut fleurir. Ce serait mieux un autre terreau. C'est de l'aider à se transplanter ailleurs pour être plus... que sa floraison arrive ailleurs. Alors, c'est de laisser la vie circuler, c'est de mettre de l'eau, du terreau. Puis parfois, la souffrance qui se présente, comme de la marde dans le jardin qui fait pousser les fleurs. et c'est de laisser tout ça arriver. Puis, ma plus grande satisfaction, c'est absolument pas qu'on soit devenu... J'en ai rien à foutre qu'on soit devenu numéro 1. J'en ai absolument rien à foutre. J'en ai rien à foutre qu'on a été à 300 millions de chiffres d'affaires à la fin. Quand je croise quelqu'un de la déco qui me dit « Rémi, on a vécu une aventure exceptionnelle qui m'a permis de devenir qui je suis. » C'est ça, une vie réussie. Si je pouvais résumer, je dirais que j'ai beaucoup aimé le parallèle ou l'image que tu as fait. Donc, le succès et la réussite, c'est de laisser notre fleur éclore. Et celui du leader, c'est d'être le jardinier qui va suffisamment nourrir la fleur pour qu'elle prenne son essence. Imagine, là, si au milieu de sa course, une tulipe, là, on se disait « Non, nous autres, on veut que vous soyez tous des tournesols. » Est-ce qu'on y arriverait? Jamais. Alors, c'est un leurre total. Il faut honorer ce qui est déjà là. Il faut honorer ça puis nourrir ça. On est poétique, j'adore ça. En terminant, Rémi, parce qu'on pourrait discuter encore pendant des heures, c'est tellement intéressant. J'aimerais ça que tu nous donnes peut-être 2 ou 3 conseils pour aider ces gens-là, c'est-à-dire ces entrepreneurs, ces dirigeants, ces leaders, ces travailleurs autonomes qui nous regardent. 2 ou 3 conseils pour les aider à... Je parle de propulser leur affaire, mais quelque part, je pense que le sens de propulser est un peu comme le mien. Oui, c'est vrai, on parle de croissance à quelque part, ça fait aussi partie de la réalité, mais de se propulser comme humain, comme individu, comme entrepreneur, comme leader, comment on fait pour faire mieux? Quels seraient 2 ou 3 petits conseils que tu pourrais nous donner pour nous aider à faire mieux, à être mieux avec soi-même ou à être plus soi-même? Ben moi, la seule chose que je vous dirais, c'est... J'essaie de le faire moi aussi, c'est soyez juste à l'écoute de ce qui est là en vous, de ce qui vibre. Puis posez-vous la question, hey, je veux croire, je veux développer des marchés, je veux devenir numéro 1. Mais si tu veux, il n'y a pas de... Ça se peut pas. Il y a tous des désirs plus profonds en moi. Parce que ce serait triste de partir sans les avoir rencontrés, ces désirs-là. Dans le fond, on veut changer le monde, on veut aider les autres, on veut prendre soin, on veut aimer, on veut goûter, on veut savourer notre vie. Et si on fait ça, on devient inspiré. Donc, inspirant. Essayez pas d'être inspirant. C'est gossant, moi. Non, c'est gossant. Le monde inspiré, mais le monde qui veut être inspirant, ça nous gosse. Le monde qui veut nous mobiliser, ça nous gosse. Fait que, essayez pas d'être inspirant, d'être mobilisant. Soyez juste à l'écoute de toute cette vie-là qui est en vous. Honorez-la, soyez à l'écoute de ça, puis osez faire ça. Et par l'exemplarité, les autres vont se dire « Ah,
moi aussi, je peux être connecté. Et tout d'un coup, l'aventure va être passionnante. Et je serais obligé de dire qu'il y a ça, et à la fois, soyez désobéissants. Soyez désobéissants envers les systèmes actuels, envers tous les modèles. Essayez de désapprendre tout ce qu'on vous a appris le plus possible. Parce que pour réinventer le monde de demain, parce qu'on n'est plus dans une ère d'amélioration continue, mais de réinventer en fonction d'une nouvelle façon de voir le monde, soyez désobéissants à tout ce qui se fait autour de vous et devenez extrêmement docile et obéissant à ce que vous ressentez intérieurement. Après avoir écouté les webinaires de Vincent, lu des livres, etc., c'est intéressant, mais après, il faut fermer les yeux, écouter de l'intérieur. Puis, ne retenir dans ce qui aura été dit ici uniquement ce qui résonne pour vous. Tout à fait. Et voilà. Et l'aventure de l'entreprise, là, l'aventure de l'entrepreneuriat, c'est complètement épique. Alors, faites-le, c'est merveilleux, c'est un terreau fertile. Je vais me permettre de le résumer rapidement. 1, soyez à l'écoute de vous, soyez à l'écoute de votre fleur, de votre tulipe qu'on parlait tout à l'heure. Je pense que ça, c'est un conseil que tu donnais. Le deuxième, tu disais d'oser, effectivement, exprimer ce que l'on a en nous, donc d'obéir à cette petite voix-là qui est à l'intérieur, mais en même temps de désobéir à toutes peut-être les conventions ou les croyances qui nous ont été imposées pour être en mesure de s'exprimer en tant qu'entrepreneur, dirigeant, leader, gestionnaire, professionnel, travailleur autonome et être humain. Rémi Tremblay, quel grand bonheur, quelle magnifique entrevue que j'ai eue avec toi. Je te remercie sincèrement du temps que tu m'as consacré. Je pense que les gens ont assurément apprécié tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Merci, parce que les questions nous transforment plus que les réponses. C'est Alors, gentil. maintenant, leur travail à eux, c'est de se poser, c'est de répondre à toutes les questions plutôt qu'entendre mes réponses. Merci beaucoup. Merci à toi. Si Rémi, on veut te rejoindre, les gens veulent en savoir davantage pour la Maison des leaders, comment on peut te rejoindre? Le maisondesleaders.com. Maisondesleaders.com, Rémi Tremblay, mesdames et messieurs, vraiment un invité extraordinaire. Merci à vous, merci d'avoir été là et je vous donne rendez-vous pour une prochaine épisode de Propulser vos affaires. Ciao!